En manchette, Yves Martin connaîtra sa sentence le 20 décembre. 16e édition de la Guignolée des médias. Objectif atteint à Jonquière. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue au Web Journal du jeudi 8 décembre 2016. Le procès d'Yves Martin tire à sa fin et l'heure est à la sentence. Le juge de la Cour supérieure du Québec, François Huot, se prononcera le 20 décembre. Thomas Gaudreau, à quoi peut-on s'attendre comme peine pour Yves Martin? Donc, tu as mis du côté de la couronne, l'avocat de la couronne, maître Michael Bourget, lui propose de 10 à 15 ans, de 15 à 20 ans de pénitencier, en plus d'une interdiction de conduire à vie. Du côté de la défense, maître Jean-Marc Fradette, lui, propose 10 ans en plus de 3 ans d'interdiction de conduire à sa sortie du pénitencier, en plus d'avoir un éthylomètre dans sa voiture jusqu'à la fin de sa vie. À quoi a-t-on assisté au palais de justice de Chicoutimi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'était la journée des représentations sur sentence. C'était l'occasion aux avocats de montrer aux juges pourquoi Yves Martin devrait avoir une telle peine. La couronne a fait venir 2 témoins, Ariane Tremblay-Vigé, la sœur de Vanessa Vigé, ainsi que Danielle Tremblay, la mère de Mathieu Perron, 2 personnes qui sont décédées malheureusement dans l'accident impliquant Yves Martin. Donc, ça donne lieu à des témoignages assez touchants. Donc, on écoute Danielle Tremblay, la mère de Mathieu Perron, qui avait quelque chose à nous dire. Bien, je voulais qu'ils connaissent nos enfants qui avaient tué. Je voulais pas qu'ils restent avec une image que mon fils était un délinquant ou quelque chose comme ça. Le témoignage visait à quoi exactement? Donc, les 2 témoignages ont rappelé que la sentence aidera à une responsabilisation et une sensibilisation sur l'alcool au volant. En plus, c'était la dernière chance pour les membres de la famille des victimes de se faire entendre auprès du juge François Huot. Est-ce qu'Yves Martin a parlé au juge avant de recevoir sa sentence? Effectivement, c'est sur une courte déclaration d'Yves Martin que le juge François Huot a ajourné la cour jusqu'au 20 décembre, journée où il remettra son verdict sur la sentence. Il est allé d'une déclaration très courte et peu bavarde. Je la lis comme suit. « C'est pas vrai que ça me fait rien. Moi aussi, je pense à la famille et à la famille de la famille. » Comment la famille des victimes, oui, ont réagi face à cette déclaration? C'est effectivement une déclaration qui n'a pas plu à la famille. Je vous laisse entendre leur réaction. Tant qu'à ça, il aurait dû fermer sa bouche. Il s'est adressé. C'était pas de la compassion, pas non. du tout. C'est un calu qui a parlé. C'est jamais moi. Oui, d'accord? c'est ça. Vous savez à quelle activité vous ouais. avez affaire. Oui, c'est ça. C'est qu'il a dit je ne dormirai pas, je vais les avoir, je vais. Il n'a jamais pensé avant. Il aurait dû parler avant. Le juge remettra une bonne sentence. Il devra se référer à la jurisprudence dans les cas partout au Canada. Et pour la famille, une belle sentence serait un beau cadeau de Noël. Eh bien, merci beaucoup, Thomas. Ça m'a fait plaisir. On suit ça avec vous le 20 décembre prochain. Merci. Le principal suspect dans le meurtre commis à Jonquière, Marc-Étienne Côté, a fait son entrée dans le top 10 des criminels les plus recherchés au Québec. Côté est en cavale depuis le 21 novembre, lui qui est le suspect numéro 1 dans l'affaire du meurtre d'Israël Gauthier-Neptune, atteint au dos par un projectile sur la rue du Vieux-Pont à Jonquière. Le Jonquiérois de 36 ans mesure 1,70 m et pèse 103 kg. Le suspect avait une barbe de quelques jours et avait les cheveux très courts au moment des événements. Marc-Étienne Côté pourrait être armé et dangereux. Les gens ayant de l'information peuvent contacter la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Un accident est survenu vers 12h15 sur la route 172 à la limite de Saint-Fulgence. Il impliquait un véhicule utilitaire sport et une fourgonnette. 2 personnes ont subi des blessures mineures, mais on ne craint pas pour leur vie. Dans la région, 58 points de cueillette ont été mis en place ce matin afin d'amasser des dons pour des différentes soupes populaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le cadre de la 16e édition de la Grande Guignolée des médias. Marie-Gabrielle Gagné était sur place. Merci, joyeuse fête! La Grande Guignolée des médias est désormais une tradition au Québec. Au profit des différents organismes et soupes populaires venant en aide aux plus démunis, cette activité existait déjà au Saguenay depuis 1992 sous un autre nom. Gaston Côté, aujourd'hui responsable de la section Jonquière, s'implique dans ce projet qui lui tient à cœur depuis le début. C'est sûr qu'on désire ramasser tout le temps le plus possible. Par contre, d'objectifs, on n'a vraiment pas, on ne veut pas se fixer d'objectifs. Ce qu'on veut, là, c'est, à la limite, ça serait fermer la soupière quand on n'aurait plus de personnes dans le besoin. Mais ça, c'est comme l'idéal, là. Bénévole pour la première fois cette année, Sonia Bouchard est enchantée par son expérience.
Elle souligne aussi la grande générosité de la population pour cette cause. C'est sûr qu'aujourd'hui, en plus, on est gâtés, il fait vraiment, vraiment beau. Mais quand même qu'il ne ferait pas beau, on le ferait quand même. Là, il faut gâter les gens qui sont dans le besoin, puis c'est le temps des fêtes. Même si aucun objectif monétaire n'est fixé, le but est bien évidemment d'amasser le plus de fonds possible afin de permettre aux soupes populaires d'offrir un repas chaud dans les moments les plus difficiles. Les sous qui sont recueillis ici à Jonquière, là, à chaque année, ça représente environ à peu près 50 du budget d'opération de la soupière. Les organisateurs et bénévoles de la Grande Guignolée des médias souhaitent profiter du temps des fêtes afin de redonner aux plus démunis. Rappelons que près de 10 des familles québécoises vivent sous le seuil de la pauvreté. Bon, c'est parce que quand on a reçu puis quand on peut donner, je pense qu'il faut donner. L'an dernier, plus de 31 000 $ ont été amassés dans le cadre de la Grande Guignolée des médias ici à Jonquière. Le montant total des dons de cette 16e édition sera connu dans les prochaines heures. Ici Marc-Gabriel Gagné, ATM Nouvelles, Saguenay. Selon la récente étude sur la violence sexuelle en milieu universitaire, le pourcentage de personnes atteintes de violences sexuelles en région est proportionnel à celui des grandes villes. Pour nous en parler davantage, l'intervenante Caroline Bouchard de la Maison Isa, une maison qui lutte contre les agressions sexuelles, s'est entretenue plus tôt avec ma collègue Yaël Broubacker-Chouinard. Bonjour Caroline Bouchard. Bonjour. Voulez-vous nous dire c'est quoi les faits remarquants qui sont ressortis de l'étude? De l'étude ESIMU, en fait, juste pour mettre un petit peu en contexte, l'enquête ESIMU, c'est l'enquête sur la sexualité, sécurité et interaction en milieu universitaire. Puis, en fait, là, ce qu'on ressort du mémoire, c'est qu'il y aurait plus du tiers, donc 36,9 des répondants qui ont rapporté avoir subi au moins une forme de violence à caractère sexuel, donc commise par une autre personne affiliée à l'université depuis leurs entrées à l'université. Donc, ça veut dire que ça ne se passe pas forcément là, entre les murs de l'université, mais que c'est en lien avec l'université. Donc, dans les contextes de parties universitaires, par exemple, ça peut être après les parties universitaires. Donc, c'est ça. Et c'est qui ces répondants-là, en fait? Ces répondants-là sont les étudiants de 6 universités du Québec, dont l'UQAC, donc l'Université du Québec à Chicoutimi, entre autres. Puis, également, ce sont aussi les employés de l'UQAC. Donc, autant les professeurs que les cadres de l'université, donc autant employés qu'étudiants, en fait. Là. Et mardi dernier, Jacinthe Dion, qui est une des chercheurs de cette étude-là, a fait une conférence à l'UQAC et elle a dit que c'est dans le cadre des 12 jours d'élimination contre la violence sexuelle faits dans les milieux universitaires. Pouvez-vous nous en dire un peu davantage sur ces 12 jours-là? Oui, en fait, là, juste pour récapituler, ce sont les 12 jours d'action pour l'élimination des violences faites aux femmes. Donc, c'est vraiment 12 jours qui sont... qui ont lieu au Québec, donc chaque année, en fait, donc entre le 25 novembre et le 6 décembre, pour commémorer, en fait, c'est pour dénoncer la violence faite aux femmes, donc la violence en général, là, que ce soit agression à caractère sexuel, violence conjugale, prostitution, donc toutes les différentes formes de violence que subissent les femmes en général. Et vous travaillez à la Maison Isa, et la Maison Isa fait un partenariat avec la campagne « Sans oui, c'est non ». Oui. Pouvez-vous nous en glisser quelques mots? Oui. En fait, moi, je suis stagiaire à la Maison Isa et puis, en fait, dans le cadre de mon stage, donc du bac en travail social, donc on souhaitait, moi, dans le cadre de mon stage, je souhaitais créer un comité d'action, donc pour qu'on puisse mener une action, en fait, pendant les 12 jours d'élimination, justement, des violences faites aux femmes. Puis, on a décidé, en fait, de mener cette action-là à l'UQAC, donc parce qu'on a découvert l'existence de l'enquête ESIMU, dont on parlait tout à l'heure. Puis, c'est ça, en fait, on a parlé de notre projet à la campagne « Sans oui, c'est non » de l'UQAC. Puis, eux autres ont été bien intéressés par ça, parce que cette campagne-là mène différentes initiatives là, dans les milieux universitaires pour, au niveau de la sensibilisation, puis éducation, sensibilisation, prévention là, dans les milieux universitaires. Donc, ils ont souhaité collaborer avec nous sur ce projet-là. Et c'est pour ça aussi que la Maison Isa a travaillé en partenariat avec la recherche. Avec l'équipe de recherche pour cette étude-là? Oui, on a travaillé seulement avec Jacinthe Dion, en fait. On n'était pas en contact avec les autres chercheurs, là, pour la plupart, sont à Montréal, à l'UQAM, là, notamment. Là. Mais oui, Jacinthe Dion a gentiment accepté de donner cette conférence-là, donc mardi midi à l'UQAC. Et la violence sexuelle en milieu universitaire, est-ce que c'est nouveau? Non, je dirais que c'est pas un phénomène nouveau, en fait. C'est juste qu'on en parle davantage actuellement, notamment, je dirais, en lien avec toute l'actualité là, des derniers mois là, au niveau de la violence sexuelle dans les médias. Il y a beaucoup de situations qui sont sorties dans les médias, qui ont été dénoncées.
Mais ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. C'est juste que c'est une des premières initiatives où on documente là, cette problématique-là dans les milieux universitaires, en fait. Là. Et ça fait partie de la culture du viol. Oui. On en parle beaucoup plus. Est-ce que vous pouvez définir qu'est-ce que la culture du viol? Oh, qu'est-ce que la culture du viol? Bien, en fait, c'est un terme qui est vraiment large, mais je dirais qu'en gros, c'est vraiment une idéologie là, de société qui vise beaucoup là, à responsabiliser les victimes. Donc, par exemple, dire, remettre ça à l'habillement des jeunes femmes. OK, mais tu sais, pourquoi tu t'étais habillée de cette façon-là ce soir-là, tu sais, ou pourquoi tu es allée chez lui, tu sais, ou pourquoi... Donc, c'est ça vise vraiment à responsabiliser souvent les victimes, puis à déresponsabiliser les agresseurs. Donc, puis en fait, donc, ça va vraiment... Tu sais, nous, on prend pour... on considère que l'agresseur est 100% responsable, donc, dans ces situations-là. Puis, cette culture du viol-là va complètement à l'opposé de ça, puis ça... C'est ça, en fait. En gros, ce serait ça, je dirais. Et selon vous, est-ce que depuis les dernières années, on a vu, parce qu'on en parle beaucoup plus de la culture du viol, justement, est-ce qu'on a vu une amélioration dans la cause? Est-ce qu'on a vu plus de dénonciations ou la violence sexuelle a diminué? Je dirais pas que la violence sexuelle a diminué. Je dirais que c'est une problématique qui est présente depuis toujours, en fait, parce qu'on est dans une société où, en général, plus patriarcale, que nous, on considère à la Maison Isa, donc qui est plus dominée par les hommes en général. Puis, donc, dans les statistiques, là, c'est démontré que les femmes vivent beaucoup plus de formes de violence que les hommes en général, malheureusement. Puis, c'est juste qu'on en parle plus. C'est peut-être quelque chose qui est un petit peu moins tabou qu'auparavant. Puis, c'est ça. Bien, merci beaucoup, Caroline Bouchard. Ça a été un plaisir. Ça fait plaisir. Le retour collectif contre les commissions scolaires initié par une maman de Jonquière a été autorisé par le juge Carl Lachance. Le recours collectif vise 68 des 72 commissions scolaires du Québec. 300 millions de dollars sont réclamés pour 900 000 élèves. La demanderesse, Daisy Marcil, juge que certains biens comme des dictionnaires et des grammaires auraient dû être fournis par la commission scolaire en dépit de la loi sur l'instruction publique. Le Centre de prévention du suicide 02 a reçu un don de 23 000 $ du fonds communautaire Belle cause pour la cause. Le montant servira à mettre en place un service régional d'information, d'accompagnement et de soutien aux hommes vivant une rupture amoureuse. Le Centre de prévention du suicide 02 est un organisme à but non lucratif, régional qui œuvre depuis 1986. Le quai de Sainte-Rose-du-Nord aurait manqué d'entretien selon le Bureau de la sécurité des transports du Canada. La passerelle d'embarquement s'est affaissée le 7 septembre dernier, ce qui a blessé une douzaine de personnes. Le maire de Sainte-Rose-du-Nord, Laurent Thibault, affirme que des changements seront apportés. Après bientôt 30 ans comme inspecteur en bâtiment pour l'arrondissement de la Baie, Rénal Simard a décidé de faire le saut en politique. Il soumet donc sa candidature au poste de conseiller municipal du district 17 en vue des élections de novembre prochain. Josiane Bérubé, pourquoi se présente-t-il? Il le fait pour lui. Il se présente à Jonquière parce que ses racines sont là. Il vient de l'arrondissement de la Baie, justement. Et aussi, c'est un beau défi pour lui. On peut l'écouter justement à ce sujet. Le défi de collaborer à des projets communautaires, d'aider les gens dans leurs projets, de faire en sorte que des choses se réalisent. C'est une continuité logique de mon travail. Je veux juste continuer à aider les gens. Pourquoi a-t-il choisi d'être indépendant? C'est qu'il veut vraiment être libre. Donc, on peut l'entendre sur les raisons pour lesquelles il ne s'est pas présenté pour l'un des deux partis. C'est un choix de rester libre dans notre idéologie puis dans notre pensée. Je ne veux pas partir ma campagne avec déjà une idée préconçue d'un parti. C'est surtout ça. Et Josiane, il connaît bien le candidat à la mairie, Arthur Gobeil? Oui, tout à fait. Ils viennent tous les deux du même endroit, donc de la Baie, et il soutient justement l'homme dans sa démarche pour devenir maire de Saguenay. Et puis, est-ce qu'il a des projets? Non. Il a mentionné qu'il était un peu tôt pour le faire, puisqu'on est quand même à plusieurs mois des élections municipales, mais ce qui lui tient à cœur, c'est vraiment de redonner aux arrondissements un pouvoir, donc d'avoir un peu plus d'argent aussi pour être capable de faire des beaux projets comme les vélos. Il y a plusieurs projets justement pour les vélos.
Merci beaucoup, Josiane. Ça fait plaisir. L'auteur, compositeur, interprète, réalisateur et acteur Émile Proulx-Cloutier est très excité d'être le porte-parole de la 21e édition du festival Regard sur le court-métrage en mars prochain. De passage sur le plateau aujourd'hui, ma collègue Laurence Desbiens a eu la chance de s'entretenir avec lui. Émile Proulx-Cloutier, bonjour. Bonjour. Donc, premièrement, pourquoi avez-vous décidé d'être le porte-parole de l'événement? Mon Dieu, ça fait... En fait, je suis sorti de l'école de théâtre, ça fait 10 ans. Et depuis que je travaille, pour vrai, j'ai eu, je pense, du festival au moins 3 ou 4 demandes pour être porte-parole au fil des années. Souvent, c'était Yann Geller qui m'appelait. Ça, puis à chaque fois, ça se pouvait pas. C'était pas possible, puis ça me tentait. Et moi, j'ai fait des courts-métrages dans la vie. Il y a plusieurs de mes films qui sont venus ici. Puis moi, je pouvais jamais être là. Alors, c'est comme une histoire de rendez-vous manqué pour moi, Regard. Et puis, cette année, dans l'horaire, ça se pouvait. Alors moi, j'avais tellement hâte de venir. Ce festival, j'ai tellement entendu parler. J'ai tellement d'amis qui viennent puis qui me disent « faut que tu ailles là, t'es jamais allé, comment ça se fait? » Donc pour moi, c'était pas une question à savoir si j'avais le goût ou pas. C'était « est-ce que c'est possible? » Puis là, j'ai sauté sur l'occasion cette année parce que ça se pouvait dans ces 4 jours-là. Mais je suis vraiment content. À quoi peut-on s'attendre pour la 21e édition? En fait, là, ces jours-ci, ils ont reçu à peu près 1000 films en soumission, puis ils vont en regarder plus de 2000, eux autres, autour du monde, pour faire une programmation vraiment forte. Donc, moi, je ne connais pas les films encore qui vont être présentés, mais je sais que d'année en année, la qualité de la programmation se raffine à chaque fois, puis c'est ce qui fait la réputation du festival. Moi, j'ai une amie qui était jury dans la section court-métrage au Festival de Berlin cette année, et qui est venu, après ça, quelques semaines plus tard, à Regard, avec son chum pour le fun. Et elle m'a dit, la programmation à Berlin, c'était moins bon. Okay. Et alors, elle était jalouse que cette année. Donc, on peut s'attendre à une excellente programmation. Paraît, là, j'ai entendu des rumeurs de party, tout ça, mais moi, je ne crois pas tant que je ne vois pas. Là. Ces affaires-là, je ne veux pas trop me faire d'attente, mais il paraît que c'est le meilleur party de la province. Sinon, moi, j'ai décidé d'arriver à quelque chose d'un peu spécial cette année. Je fais de la musique aussi dans la vie. J'ai un projet de musique, j'ai écrit des chansons, j'ai un band, on fait de la tournée depuis quelques années. Et puis là, je suis en train d'écrire le prochain album, prochain spectacle. Alors, j'ai proposé au festival de venir faire un show qui sera un mélange cinéma et chanson. Donc, de prendre... Moi, mes chansons, c'est souvent des petites histoires, tout ça, fait que presque des petits films. Alors, on va faire une sélection dans la programmation mondiale là, des courts-métrages, trouver un petit bouquet de très, très courts-métrages. Donc, des films de 3, 4, 5 minutes, donc qui relèvent le même défi qu'une chanson, c'est-à-dire conter une bonne histoire, présenter un personnage, faire un univers en quelques minutes. OK. Et puis, est-ce qu'il y a des thèmes dans les courts-métrages que les courts-métrages doivent respecter pour le festival ou... Mon Dieu, pas du tout. Je pense au contraire, je parlais avec quelqu'un de la programmation aujourd'hui qui me disait non, eux, ils ont toujours envie d'être étonnés, en fait, d'être amenés à un endroit qui se peut pas. Et c'est ce qui est formidable, en fait, dans une soirée de court-métrage, même, c'est que tu peux vraiment passer d'un univers à l'autre, d'un ton à l'autre, d'un sujet à l'autre, en l'espace d'une heure et quart. Tu vas voyager en masse, non seulement sur la planète, mais aussi dans du drame, de la comédie, de la tragédie, de l'absurde, de l'expérimental, et aussi d'avoir des fois des tons ou des façons de regarder le monde qui sont tellement différentes. Et c'est la brisure, en fait, entre ces univers-là, mais qui sont bien agencés quand même, qui finit par être l'intérêt. Donc, c'est justement le fait que des fois, il y a apparemment pas de cohérence qui fait que c'est le fun, parce que tu voyages, tu goûtes à plein d'affaires, comme dans un buffet. Et qu'est-ce que vous aimez des courts-métrages? Un peu ce que je viens de dire. Aussi, le fait que il faut être happé tout de suite. Et je dirais le côté... pour moi, un court-métrage, c'est vraiment un jet de pierre. C'est un geste. Des fois, ça peut être un geste qui prend 12 minutes ou ça peut être en 3 minutes. Mais il y a quelque chose de vraiment franc, comme une descente de ski en downhill. Même si ce n'est pas un film frénétique, c'est qu'il y a vraiment, quand tu arrives à aspirer le spectateur, de le prendre quelque part et de l'amener à un endroit dans un seul mouvement, c'est un peu le même plaisir qu'avec une chanson. D'ailleurs, vraiment une bonne chanson qui part à un endroit puis qui te fait vivre une vraie belle courbe simple, mais en un petit moment. Je pense que ça prend une grande finesse. C'est un art de la miniature, mais il y a tellement des chefs-d'œuvre qui sont faits dans ce format-là. Pour moi, c'est plus une affaire de règlement de durée, c'est une affaire de dire, OK, c'est une affaire de grosseur de tableau, en fait. Et ça aussi, c'est que, OK, est-ce que je peux réussir à le faire? Est-ce que je peux réussir à faire quelque chose d'épique et d'exceptionnel, mais avec un espace gros comme ça? Et pensez-vous que le Festival Regard
donne une bonne compétition aux festivals internationaux de court-métrage. Je ne sais pas si leur but, c'est de compétitionner avec eux, mais en tout cas, clairement, d'après tout ce qu'on m'en dit, les gens qui sont venus ici, le niveau est très, très élevé au niveau de la programmation. Moi, je pense qu'une des grandes qualités de ce festival-là, c'est qu'il arrive à être très, très soigné au niveau de ses choix. Et en même temps, il arrive à être très, très ouvert au niveau du public, c'est-à-dire que ça peut plaire à un public de baby boomers, ça peut être un public d'étudiants, à des passionnés de cinéma, à des gens qui ont juste envie de chiller puis voir des bons films. Il y a aussi tout un volet pour la jeunesse, donc ils font des tournées dans les écoles pour initier les jeunes au langage du cinéma, aux possibilités du cinéma aussi, parce qu'on a beau dire que tu as accès à tout avec le web, si finalement tu es toujours dirigé vers les mêmes affaires, bon, des vidéos un peu de niaiserie, des trucs sur Pokémon, puis ton univers peut finalement être un peu restreint, même si tu as accès à tout. Alors là, d'avoir des gens qui ont fait la programmation puis qui ont dit « OK, je t'amène dans une place où tu n'es jamais allé, mais viens, c'est vraiment cool », là, c'est exceptionnel pour des jeunes, pour des vieux, pour tout le monde. Rapidement, quand aura lieu le prochain en fait le festival? C'est du 15 au 19 mars 2017. Parfait. Merci beaucoup, Émile Prouve-Cloutier. C'est à toi. Le Centre national d'exposition présentera 2 vernissages ce soir dès 17 h. Catherine Bouchard présentera le projet 365 « Transformer la démesure », tandis que Patricia Walton dévoilera son exposition « Robe de glace ». La première représentation du spectacle de Noël « La petite chose aux allumettes » aura lieu ce soir à 19 h à l'espace Côté-Court de Jonquière. 2 autres représentations auront lieu demain à 19 h et samedi à 14 h. Le spectacle s'adresse aux personnes de 16 ans et plus. Le marché de Noël européen a débuté il y a quelques minutes à la place du Citoyen à Chicoutimi. Les 15 artisans de la première édition ont préparé leur maisonnette toute la journée afin d'être prêts à accueillir les petits et grands. Raphaël Drouin y était. Les préparatifs vont bon train à place du Citoyen. Dans la foulée des marchés et bazars de Noël, les organisateurs souhaitent plonger les Saguenayens dans une nouvelle ambiance inspirée des marchés allemands. C'est une formule immanquable, la nourriture, de la boisson, du vin chaud, des gens, un feu de foyer. En plus de 15 artisans sur place, le marché de Noël européen a tenu à diversifier ses activités. On voulait un certain pourcentage de nourriture sur le site. On voulait un sucré chaud, un salé chaud, une boulangerie. Donc, ça, on s'est accroché avec des gens qui étaient habitués de faire ce genre d'événement-là. Et puis ensuite, on a choisi en fonction là, de différents produits. On ne voulait pas juste des bijoux, juste des, par exemple, des bas de Noël ou des choses comme ça. Ça fait qu'on s'est attardé à ce que ce soit bien équilibré. Décor enchanteur et ambiance chaleureuse, la place du Citoyen a mis ses plus beaux habits. On voulait que le site soit beau. On ne veut pas d'articles trop commercial. Que ce soit cohérent. C'est avec un artiste qu'on voulait travailler. On a participé autant du logo, toute la mise en place et l'esthétique générale. Les organisateurs sont très fiers de ce qu'ils ont réussi à accomplir. Si la réponse de la population est bonne, ils souhaitent renouveler l'expérience encore l'année prochaine. C'est de travailler avec ce qu'on a, puis de faire mousser les produits avec le budget qu'on avait. On a fait de la magie. C'est peut-être l'esprit de Noël. Le marché de Noël européen se poursuit jusqu'à 20 h ici à Place Citoyen à Chicoutimi et pour le reste de la fin de semaine. Pour les petits et aussi les grands, ne manquez pas l'arrivée du Père Noël ce soir. Raphaël Drouin, ATM Nouvelles, Saguenay. Depuis maintenant près de 30 ans, Steve Desgagnés rend hommage au répertoire d'Elvis Presley en y ajoutant sa couleur. Mon collègue Louis Laflamme a reçu un peu plus tôt aujourd'hui celui que le public québécois a découvert ou redécouvert à l'émission On connaît la chanson en 2012. Il présentera un spectacle en mode party demain au Calypso de Jonquière. Steve Desgagnés, bonjour. Bon matin. Premièrement, pourquoi un spectacle en mode party? En mode party, c'est une demande qu'on avait eue. Souvent, les compagnies de la région voulaient avoir Steve Desgagnés en spectacle, mais Elvis, tout d'abord, j'explique en mode party, c'est 2 concepts. Première partie, on fait Elvis, un condensé de ce qu'on fait normalement en spectacle. Et la deuxième partie, bien, je dis deuxième partie, mais la soirée n'arrête pas. C'est toujours un feu roulant. Deuxième partie, c'est un peu ce que je faisais dans le temps, dans les piano bars et tout. C'est vraiment all dress. Là, il y en a pour tout le monde. Il y a du country, il y a du dance, il y a du... tous les styles, Motown, rockabilly. On va toucher dans... Parce que
Veut pas, on ne s'adresse pas seulement dans des compagnies comme ça à des fans d'Elvis. Il fallait toucher tout le monde. Puis c'est une belle formule. On l'a fait l'année passée, on redemande encore cette année, 2000 billets vendus, comme l'année passée. C'est un succès. On a même des compagnies qui sont venues l'an dernier, qui sont revenues encore cette année. Ah oui? Ben oui. Vous couvrez plusieurs styles musicaux, plusieurs styles différents. À quoi on peut s'attendre pour le spectacle en mode party? En mode party, on s'attend à être essoufflé, du moins. Ah oui? Parce que, oui, même l'entracte, après la première partie, c'est pour ça que je dis première partie, deuxième partie, pendant que mes musiciens font 2 tunes où je ne suis pas sur scène, puis pendant ce temps-là, ben, je me change, puis je reviens en arrière de la scène en une autre formule, sur une genre de petite pastille, seul avec ma guitare, plus chansonnier. Puis à la blague, je dis comme ça, mes musiciens sont excellents, applaudissez-là, et même ils m'ont même demandé de faire leur entracte. Fait qu'après ça, on revient. Puis pendant que moi, je fais ça, eux autres se réinstallent, ça redécolle. C'est vraiment feu roulant, ça passe très vite. Même mes techniciens sur le spectacle disent... puis même là-dedans, j'ai ma propre conjointe qui est technicienne, puis qui a dit « Mon Dieu, que ça passe vite! » D'habitude, elle le trouve long, parce qu'elle le connaît quand même depuis quelques années. Mais... Non, c'est le fun. D'accord. Vous avez roulé votre boss pendant longtemps avec le spectacle Charme et Martini. C'est quoi les principales différences avec le nouveau spectacle en mode party? Ben, Charme et Martini, ben, c'est des chansons que j'ai fait longtemps dans des piano-bars ou des événements privés. Écoutez, j'aurais pu appeler ça plan B parce qu'au départ, seulement Elvis, il y a une forte compétition. Elvis est quand même beaucoup utilisé, même à grandeur de la province encore, bien, aux États-Unis énormément. Et comme je te disais tout à l'heure, même au niveau du corporatif, quand j'arrive pour un artiste, le corporatif est quand même très important au niveau financier. Parce que souvent, les festivals, c'est pendant l'été, où il y a un certain temps pendant l'hiver, mais le reste de l'année, quand on a envie, il faut travailler. Donc, avec le Charme et Martini, qui est plus crooner, qui est une partie beaucoup plus, qui s'adresse peut-être, qui part d'Aznavour en passant par... mon Dieu, Frank Sinatra, Michael Bublé, on a même un bloc Joe Dassin, un bloc country, Johnny Cash, Willie Nelson. On touche encore plus de monde. C'est une formule qui est quand même, j'appelle ça guindée. Écoute, on est 6 sur scène, un peu moins de musiciens qu'avec Grace Ben et l'hommage à Elvis. Okay. Mais écoute, ça me permettait d'avoir un autre volet que je pouvais offrir, parce que souvent, les portes se fermaient avec Elvis. Comme je te disais tout à l'heure, pas tout le monde est un fan d'Elvis. Moi, c'est de la business au départ. Vous dites que vous êtes accompagné de 6 musiciens à votre Grace Band. Avec Grace Band, 7 musiciens plus 2 choristes. Oh, d'accord. Ouais. Donc, ça fait 8 personnes. Optionnel. Il y a souvent qu'on peut le faire à 7 musiciens plus moi. D'accord. Ça dépend toujours. Justement, parlez-nous de l'ambiance en tournée sur scène comme ça avec votre groupe. L'ambiance sur scène est assez... l'ambiance sur scène est spéciale parce qu'avec le show d'Elvis, ça fait quand même depuis 2009 qu'on le roule. Même avant ma parution à l'émission, on faisait ce show-là. Ça fait qu'on devient comme un peu sur un pilote automatique, je dirais, parce que tout le monde sait ce qu'il a fait. Donc, il y a une aisance qui s'installe. Il y a beaucoup de regards, de scène, il y a une complicité, le show est rodé au quart de tour. Par contre, quand on voyage, on fait beaucoup de spectacles dans la province. Je fais peut-être 50 spectacles par année, peut-être 15-20 ici, et le reste, c'est tout à l'extérieur. Quand on est dans le 15 passagers, premièrement, moi, j'ai 3 de mes frères de sang qui m'accompagnent là-dedans, qui sont mes musiciens. Ah oui? Ça fait que c'est assez familial. Même mon pianiste, mon chef d'orchestre, j'avais 2 ans et faisais de la musique avec mes frères. C'est assez familial. Le gros du party, c'est dans le 15 passagers quand on se rend au spectacle. Et les après-spectacles sont assez... les autres, on a assez du plaisir. Ben, là, le Saguenay est quand même parmi nous, donc on se couche très tard. Bien, j'en doute pas. On rappelle que le spectacle de Steve Desgagnés en mode party est présenté chaque vendredi, samedi, le 9, 10, 16 et 17 et le 31 décembre. Oui. Steve Desgagnés, merci beaucoup. Ben, merci à vous autres. Puis j'ai eu vous dire que vous allez nous faire une petite interprétation en studio. Ben oui, ils m'ont demandé ça. Qu'est-ce que vous allez nous jouer? Une chanson qu'on a mis sur on a fait un hommage à Elvis, un disque qu'on a fait il y a une couple d'années. Puis j'avais appelé l'album Let It Be Me. Let It Be Me est une chanson qui a été tirée du français. C'était une chanson de Gilbert Bécaud au départ qui s'appelait Je t'appartiens, qu'Elvis avait refait dans les années 70, avec un tout autre, un nouveau texte. Mais moi, j'ai repris cette chanson-là, changé de tonalité, changé de tempo. C'est à peu près la seule chanson qu'Elvis a fait que j'ai dénaturée. D'accord. Puis ça donne un beau petit cachet. D'accord. Bien, sans plus tarder, laissons place à la musique. Merci.
God bless the day I found you. I want to stay around you, and so I beg you, let it be me. Don't take me 7 from 1. Well, if you must cling to someone, and so I beg you, let it be me. Well, each time we meet, love, I found complete love. Without your sweet love, tell me, what would life be? So never leave me lonely. Just tell me that you love me only, and that you'll always let it be me. Well, each time we meet, love, but I found complete love. Without your sweet love, tell me, what would life be? So never leave me lonely. Just tell me that you love me only, and that you'll always let it be me, and that you'll always let it be me. Au sport maintenant, un autre lent début de match a coûté cher hier aux Saguenayens de Chicoutimi, alors qu'ils ont subi un 3e revers consécutif à domicile au compte de 5-3 face au Phoenix de Sherbrooke devant 1500 partisans. Le reportage de Guillaume Pelletier. Les Saguenayens de Chicoutimi ont poursuivi leurs mauvaises habitudes hier avec un début de match très lent face au Phoenix de Sherbrooke. C'est 1-0 pour les visiteurs en deuxième période lorsque Frédéric Allard profite d'un cadeau du gardien de but Brandon Cregan pour créer l'égalité. Yaroslav Alexeyev fait mal aux Saguenayens au deuxième 20 en profitant d'un retour de lancer pour déjouer Julio Bélia. Ce même Alexeyev démontre tout l'étendue de son talent quelques instants plus tard en manœuvrant à sa guise en territoire ennemi avant d'inscrire son deuxième filet du match. L'espoir des Blue Jackets de Columbus, Julien Pelletier, assomme les Saguenayens au début du troisième 20 en marquant son 16e de la campagne. Les Saguenayens se réveillent au troisième 20 lorsque Jake Smith profite d'une bourde en défensive de l'ancien des Saguenayens Alexander Creef. Profitant du momentum et de l'énergie de la foule, Jérémy Grelot ramène l'espoir dans le centre Georges Vézina en trompant la vigilance de Cregan. Malgré les menaces des Saguenayens en fin de match, le gardien recru Brandon Cregan a fermé la porte, assurant la victoire aux visiteurs. Jean-François Jolin, qui assurait le poste d'entraîneur-chef en remplacement de Yannick Jean, n'excuse pas le manque d'implication de son équipe en début de rencontre. Le mindset depuis les 3 dernières games n'est pas le même. Nous autres, on a monté au classement, puis on a oublié qu'est-ce qui nous a rendu. C'est aussi simple que ça. Là.
On a oublié qu'est-ce qui a fait qu'on est rendu là. Du côté des visiteurs, Stéphane Julien se réjouit d'avoir pu remporter d'importants points sur la route. On s'en venait ici pour avoir quand même des points. On voulait aller chercher des points. C'est quand même assez serré. Pas toujours évident pour notre équipe là, en ce moment. Au niveau de confiance, c'est pas facile avec tous les gars qui nous manquent, les gardiens de but. Malgré la défaite, les Saguenayens de Chicoutimi occupent toujours le 8e rang dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec et auront la chance de se reprendre vendredi et samedi face aux Voltigeurs de Drummondville, ici même au centre Georges Vézina. Guillaume Pelletier, ATM Nouvelles, à Saguenay. À la météo maintenant, Joanie Lemelin, est-ce qu'on va devoir s'habiller chaudement ce soir? Effectivement, Tommy, ce soir et cette nuit, nous aurons besoin de notre tuque, nos mitaines et peut-être même d'un petit foulard jusqu'au bout du nez car c'est un minimum de -9 qui attend le Saguenay. En fait, c'est des averses de neige, une accumulation allant jusqu'à 5 cm qui pourrait tomber. Et demain, 9 décembre, c'est encore des averses de neige, une accumulation de 2 à 4 cm, des vents allant de 40 jusqu'à 60 km/h avec des rafales, des températures qui pourraient frôler le -10 degrés. Pour ce qui est de nos voisins du lac Saint-Jean, eh bien, actuellement, c'est maximum 0. C'est généralement nuageux. Des averses de neige qui sont tombées en après-midi et qui tomberont ce soir et cette nuit. Une accumulation de 5 cm et des vents qui sont quand même légers. Pour ce qui est de demain, c'est quelques averses de neige cessant en après-midi, des vents de 30 à 50 km/h avec des rafales. Voilà, c'est ce qui complète notre météo. L'équipe de La Pige vous souhaite un bon congé des fêtes et une bonne année. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, mesdames, messieurs. Au revoir.